Voici ce qu'a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères. Dans les prochains jours, il n'y aura pas de négociation, aucune rencontre de négociation, à quelque niveau que ce soit, avec la partie américaine. Et le fait que des représentants américains se rendent au Qatar n'a aucun lien avec le déplacement de la délégation iranienne qui vise à faire le suivi de la mise en œuvre du protocole d'accord. En gros, du côté iranien, ils y vont à cause des avoirs gelés, et cela concerne, semble-t-il, environ 6 milliards de dollars. Je ne sais pas s'ils vont réellement les obtenir, parce qu'aujourd'hui, on a appris que les États-Unis ont dit « Vous ne recevrez pas cet argent avant d'avoir parlé du programme nucléaire. Il faut d'abord en discuter. Ensuite, peut-être, on vous laissera toucher cet argent. » Et voici ce qu'a dit Donald Trump, Larry, à propos de Jared Kushner et de Steve Witkoff. Avant la dénucléarisation de l'Iran, c'est un combat que nous menons et que nous menons très bien. Il y aura une réunion à ce sujet demain à Doha. Ils vont au Qatar. Je crois qu'ils sont déjà partis ou qu'ils sont sur le point de partir. On verra bien comment ça se passe. Mais sur ce front-là, nous avançons très bien. La réunion de Doha sera peut-être importante ou peut-être pas. On va le découvrir. Mais militairement, nous sommes en train de gagner. Je dirais même que c'est presque gagné sur le plan militaire. Et au fond, c'est très simple. Il s'agit de la dénucléarisation de l'Iran. Nous ne voulons pas qu'ils aient l'arme nucléaire, et ils ne l'auront pas. Ils ont accepté cela, pour être tout à fait honnête. Alors, on dirait qu'ils ne nous racontent pas ce qui se passe vraiment en coulisses. Il y a autre chose qui se joue derrière, et ça n'a rien à voir avec le programme nucléaire iranien. Parce que le programme nucléaire de l'Iran, c'est la deuxième étape, pas la première. Après avoir mis en œuvre, vous savez, 1, 4, 5, 6, 11. Non, 1, 4, 5, 10, 11. 1, 4, 5, 6, 11. No, 1, 4, 5, 10, 11. Those clauses in the MOU. Les clauses de ce protocole d'accord, comme l'a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères, sont les numéros 1, 4, 5, 10 et 11. Je vais vous les lire dans un instant. Mais selon vous, quel est le principal obstacle en ce moment au Qatar? Il semble que la délégation pakistanaise va s'y rendre, puisque l'on a dit que 2 médiateurs seraient présents, le Qatari et le Pakistanais. D'accord. Donc, quelle est la question? La question, c'est, quel est l'obstacle là-bas, entre les 2 délégations? Et pourquoi ne se rencontrent-elles pas? Pourquoi ne se parlent-elles pas? Eh bien, d'après ce que je comprends, ils se rencontrent et se parlent très rarement directement. Ils passent toujours par des intermédiaires. Donc, demain, ils vont sans doute s'asseoir à la même table. Mais en réalité, ils parleront avec le Pakistan et le Qatar qui feront la navette entre eux. Les États-Unis, d'après les premiers rapports, devaient discuter du détroit d'Ormuz. Et je suis sûr que l'Iran va répondre. Eh bien, on n'a rien à dire là-dessus. Parce que c'est écrit très clairement, au paragraphe 5 du protocole d'accord, l'Iran doit prendre les dispositions nécessaires en faisant tout son possible pour assurer le passage sûr des navires commerciaux. Autrement dit, c'est l'Iran qui est responsable de faire passer les bateaux dans le détroit d'Ormuz, personne d'autre. Alors franchement, de quoi veulent-ils discuter? Alors, tout le monde le sait, je crois qu'on l'a répété plusieurs fois, la clause numéro 1 dans tout ça, c'est l'Ukraine. C'est aussi le Liban. Et c'est l'agression entre les 2 camps, entre l'Iran et les États-Unis. Et la clause numéro 4 concerne le blocus. Le blocus n'existe plus, ni le blocus iranien, ni le blocus américain. Et la clause numéro 5, c'est la gestion de toute la situation autour du détroit d'Ormuz. Elle dit que l'Iran est responsable du détroit d'Ormuz. C'est le nouveau régime pour le détroit, mais il n'est pas encore en place. Le texte précise qu'ils ont 30 jours pour organiser ça, pour le définir. Apparemment, on a appris aujourd'hui
que le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que si Oman ne veut pas le faire avec eux, eh bien, ils le feront seuls. Ils ne vont pas dépendre d'Oman. Je ne sais pas quelle est la nature de la communication entre l'Iran et Oman. Qui a dit ça? La partie iranienne a dit « enfin ». Les Iraniens ont dit, ce n'était pas précisé si ça venait du ministère des Affaires étrangères ou d'ailleurs, mais c'est sorti dans les médias que le côté iranien aurait déclaré que si Oman veut continuer, ils le feront avec eux. Et si Oman ne veut pas, ils le feront quand même. Peu importe qu'ils veuillent en faire partie ou non. Voilà ce que j'ai appris aujourd'hui. Alors, est-ce qu'Oman a dit qu'il parlait tout? Non, non. Je n'ai jamais entendu Oman faire la moindre déclaration. La dernière déclaration du gouvernement omanais disait « Nous allons le définir. Nous allons le définir ensemble avec les Iraniens. » Et le point numéro 11, c'est que les États-Unis s'engagent à rendre pleinement disponibles. Il s'agit de l'Iran et des avoirs gelés. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle les deux parties se rendent au Qatar, l'Iran et les avoirs gelés. Il s'agissait de 12 milliards sur 24 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 6 milliards. Et il semble que les États-Unis exercent une pression sur les négociateurs pour qu'ils achètent quelque chose aux États-Unis, ce qui avait déjà été rejeté par le président du Parlement iranien. Et je pense que dans les coulisses, la vraie question, c'est comment transférer cet argent à l'Iran, puis comment il sera utilisé. Est-ce qu'ils vont acheter auprès d'autres pays ou bien auprès des États-Unis? C'est la grande question en ce moment. Eh bien, d'après ce que je comprends, le pays a déjà versé 6 milliards de dollars et je pense que les Saoudiens vont en verser 6 autres. Donc ça fera 12 milliards pour l'Iran. Et ce n'est pas conditionné au fait de les dépenser en produits américains. Oui, d'après ce que je comprends, ils n'ont reçu aucune partie de ces avoirs gelés. Et l'une des principales raisons pour lesquelles ces gens vont au Qatar, c'est pour ces 6 milliards de dollars. C'est ce que j'ai compris. Et Larry, regarde le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Tu vois le nombre de navires et de pétroliers qui passent par ce détroit? Depuis le 28 février, ce nombre a chuté brutalement, passant d'environ 150 ou 200 à seulement 5 ou 10. Et puis après la signature du protocole d'accord, on voit que ça augmente fortement. Ça dépasse 50, puis ça redescend. En ce moment, c'est autour de 15 à 20, ce qui n'a aucun sens par rapport au prix du pétrole sur le marché. Comment peut-on relier les deux? Oui. Eh bien, parce que le prix du pétrole est fixé sur la plateforme des produits dérivés. Donc ça n'a rien à voir avec l'offre et la demande. Ça dépend de la quantité d'argent misée sur le fait que le prix va baisser ou qu'il va monter. Et là, on parle de milliers de milliards, peut-être même de centaines de milliers de milliards de dollars misés là-dessus. Voilà. Nous avons deux rapports, l'un venant des États-Unis et l'autre d'Europe d'ailleurs. Le Financial Times a indiqué que la situation du gaz en Europe est telle que le continent risque de commencer l'hiver avec des réserves au plus bas depuis 15 ans. Ils font face à de vrais problèmes, alors même qu'ils sont engagés dans cette guerre avec la Russie et qu'ils ne reçoivent plus de gaz en provenance du Moyen-Orient ni du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, Macron s'est rendu à Oman. Il semble que, dans le cadre d'un éventuel accord avec Oman, la France pourrait s'y approvisionner sans avoir à payer les droits de passage liés à ce détroit, ce qui faciliterait les choses. Mais je ne sais pas vraiment quelle est la stratégie derrière tout ça, parce que la France agit souvent différemment des autres pays européens. Quelle est votre lecture de cette situation?
different from other players in Europe. And what is your understanding of that? Avec le temps, Macron, qui porte des lunettes de soleil aujourd'hui, parce que, paraît-il, Brigitte lui aurait encore mis une claque, a été frappé au visage, d'après les rumeurs. L'Europe, dans son ensemble, est en difficulté. Elle n'a pas de source sûre de pétrole ni de gaz naturel liquéfié. Ce qui vient des États-Unis arrive avec du retard. Donc franchement, l'Europe va connaître bien plus de turbulences économiques avant que les États-Unis n'en ressentent les effets. Oui. Alors Larry, voici la déclaration que j'ai mentionnée. Le ministère iranien des Affaires étrangères dit « Nous sommes toujours en discussion avec Oman au sujet de la gestion future du détroit d'Ormuz. Si Oman n'est pas intéressé par un mécanisme conjoint pour les frais et les services, nous gérerons simplement le détroit d'Ormuz nous-mêmes. » D'accord, mais je n'ai entendu aucune déclaration du gouvernement omanais. J'imagine, Larry, que la situation du Liban reste la même. Et selon toi, avec ce qui se passe au Liban en ce moment, avec les nouvelles attaques, aujourd'hui encore, il y a eu des frappes israéliennes au Liban, est-ce que, selon toi, Donald Trump rend la situation plus compliquée ou plus simple? C'est Israël qui complique les choses. Et Trump n'a tout simplement pas la force de les maîtriser. S'il en avait la force, il les remettrait à leur place et mettrait un terme à tout ça. Mais il ne l'a pas fait. Et ça continue d'encourager leur comportement. Oui. On dirait qu'il ne veut rien faire concernant la première clause. En gros, il y a deux actions de la part de Donald Trump. Réduire l'influence iranienne au Liban et dans le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, sur le plan politique, selon vous, jusqu'où ça peut aller ça? Imaginons qu'il décide d'agir politiquement vis-à-vis de l'Iran. Il essaie de faire quelque chose, une sorte de coordination avec les Européens, de conclure de nouveaux accords avec Oman, d'influencer la région et de compliquer la tâche des Iraniens pour qu'ils ne puissent pas dominer ou contrôler le détroit d'Ormuz. Eh bien, tout ça dépend entièrement de la coopération totale de tous les États du Golfe. Et ça n'arrivera pas. Ça repose aussi sur l'idée que les États-Unis ont encore assez de puissance militaire dans la région pour mettre leurs menaces à exécution contre quiconque les mettrait en danger. Or, je pense qu'ils ont perdu cette capacité. Donc on entre dans cette période potentiellement explosive avec des États-Unis qui ont une puissance de feu limitée. Ils ne sont pas dans une position forte, ni vraiment solide, et ils réduisent leurs effectifs. Environ une semaine avant l'attaque du 28 février, l'armée américaine, au sein du commandement central, avait mis en place des équipes de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On les appelait les CAT, les équipes d'action de crise. Ils surveillaient en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le matin, ils faisaient un briefing de relève, puis un autre le soir. À chaque fois, c'était « Voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce qu'on prévoit pour les 12 prochaines heures. » Ils ont fait ça tous les jours, jusqu'à il y a environ 2 semaines. Et puis, une fois que Trump a signé ce protocole d'accord, et que l'information est descendue dans la chaîne, tout le monde a commencé à se retirer. Les gens se sont dit, bon d'accord, c'est fini. On n'a plus besoin de faire tourner les opérations 24 heures sur 24 pour l'armée. Donc, en réalité, l'armée s'est un peu mise en retrait maintenant. Elle peut encore agir, mais seulement de façon limitée, rien de très étendu. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Vendredi et samedi, ce n'étaient pas de grandes frappes américaines. En fait, c'était des frappes limitées. Est-ce qu'Israël a les moyens d'attaquer l'Iran sans les États-Unis, comme l'ont affirmé aujourd'hui les responsables israéliens?
Capacité limitée. Ils peuvent le faire, oui, mais avec des moyens limités. Ce ne sera pas tenable pour eux. Exactement. Non, ils ne pouvaient pas. On l'a vu pendant la guerre de 12 jours, ils ont à peine tenu 10 jours, et l'Iran les frappait durement. Si aujourd'hui ils repartent en guerre, s'ils lancent ce genre d'attaque, l'Iran est dans une bien meilleure position pour vraiment faire mal à Israël. Très mal. Quelle est votre compréhension, Larry? Hier soir, on a eu une sorte d'idée à propos de l'Irak. Quelle est, selon vous, la situation actuelle là-bas? Et comment tout ça va-t-il se relier à l'ensemble de la région, à cette situation où, d'une certaine manière, la région est en train de se redessiner? Eh bien, je ne sais vraiment pas si c'était une véritable opération anticorruption ou si c'était plutôt une façon d'écarter des gens proches des États-Unis. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais, vous savez, Arakchi était là, oui, mais il était là pour organiser la coordination autour du transfert du corps de l'ayatollah Khamenei. Et apparemment, cette réunion s'est bien passée. Imaginons qu'ils cherchent à mettre en place une sorte d'architecture de sécurité, l'Iran et d'autres pays. Qui est l'acteur le plus important, à part l'Iran? Disons que l'Iran en fait partie. Quels sont les principaux acteurs dans le Golfe Persique? Et Cedrem, la Suisse est saoudienne. Tu as remarqué qu'il se passe quelque chose d'important entre la Turquie et Israël. Ils sont en train de se battre l'un contre l'autre. Tu veux dire quand ils se traitent de fils de pute? Oui, exactement. Ils s'attaquent entre eux. C'est grave. Je ne vois pas ça comme un spectacle ou un jeu politique, ni comme du théâtre politique. Voilà. Non, tu as raison. C'est vrai, c'est authentique. Ils ne s'aiment pas. Et pourtant, voilà Erdogan qui continue à leur vendre du pétrole, tout en empochant une commission au passage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire concrètement à propos de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan vend ou exporte son pétrole en passant par la Turquie. Alors, quel levier la Turquie pourrait-elle vraiment avoir pour arrêter ça? Eh bien, s'ils se souciaient vraiment des Palestiniens pour commencer. Mais vous savez, peut-être qu'ils finiront par arriver à un point où ils se diront « Eh, Israël nous manque complètement de respect et on ne va pas continuer à supporter ça. » Et là, ils arrêtent tout. Oui, le ministre israélien de la diaspora, voilà ce qu'il a dit, Larry, à propos de la Turquie. Les relations avec la Turquie, c'est un État ennemi. Et je pense aussi, et c'est vraiment très important, que nous avons ici quelques conseillers de haut niveau venus de l'administration amie des États-Unis et qu'ils doivent repenser la façon dont ils abordent l'idéologie islamiste radicale d'Erdogan et de Jolani, l'idéologie des frères musulmans, la Turquie, le Hamas, Jolani, le Qatar. C'est la plus grande menace, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour New York. Mais pourquoi fermer l'ambassade? Pourquoi fermer le consulat? En quoi ça aiderait? Je crois qu'en ce moment, nous n'avons pas d'ambassade active à Ankara. Nos équipes sont parties à cause des menaces, à cause des appels à la haine. Ce type est en train de définir le nouvel axe du mal. Il ne revient pas, tu vois, sur les menaces qu'Israël a faites contre la Turquie ces 2 dernières semaines ou le mois dernier. Et là, franchement, il essaye de se faire passer au-dessus des victimes. S'il te plaît. Vous savez, c'est
C'est une partie de l'arrogance et de la démesure d'Israël qui finit par lui attirer des ennuis. Il s'imagine pouvoir se battre contre tout le monde. On peut affronter les Syriens, on peut affronter les Turcs, on peut affronter les Libanais, on peut affronter l'Iran, on peut affronter le Hezbollah, on peut affronter le Hamas. En fait, ils se battent contre tout le monde, sauf peut-être leur belle-mère.